Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, le tout en français et j'ai envie de dire mais pas que. Bien content de vous retrouver, alors que là on est clairement vers la fin de l'année 2025. Donc on n'a plus de baseball professionnel, ça c'est dingue. On n'a toujours pas le baseball universitaire puisque là à l'heure actuelle ils sont en train de finir de travailler sur leur roster, savoir quels vont être les joueurs qu'ils vont garder dans le roster principal et les décisions qui vont être prises par les staffs et les joueurs en conséquence. On a tous les follow reports maintenant, très clairement, mais je me suis dit que puisque on est quand même dans une zone morte, comme je le fais souvent depuis que j'ai commencé ce podcast, quand on est dans cette zone morte, je préfère parler de sujets un peu annexes, toujours liés de près ou de loin au baseball universitaire. Vous allez voir aujourd'hui le sujet est lié à un autre sujet dont je vais parler au cours de cet épisode. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes d'écoute, donc de podcasts préférés, ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez donc sur tous les réseaux sociaux. On va pouvoir y aller sans plus tarder. Je m'excuse à l'avance parce que je suis enrhumé, donc je vais respirer avec la bouche en même temps que je vais parler avec la bouche, ça va être assez sympa. Mais voilà, on y va. Allez, c'est parti. Alors j'en ai parlé de temps à autre lors des derniers épisodes, mais en même temps que j'enregistre mes épisodes, j'avais préparé une vidéo, ou en tout cas j'ai enregistré toutes les pistes en fait de cette vidéo. Et cette vidéo est liée aux Negro Leagues, on va dire, pour faire assez simple, vous verrez que ce n'est pas que ça. Et alors que le montage n'a toujours pas eu lieu, je me suis dit pourquoi ne pas intégrer quelque chose qui est lié aux Negro Leagues, mais également au baseball universitaire. Et on va parler aujourd'hui, je pense qu'on en avait déjà parlé mais rapidement, des fameuses HBCU. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que veut dire HBCU, je vais vous parler un peu de l'histoire de ces Black Colleges and Universities et un peu ce lien qu'on a eu dans l'histoire avec les Negro Leagues et ensuite peut-être pourquoi pas, si on a le temps, un peu parler de l'émancipation entre guillemets de ces universités et où elles en sont aujourd'hui. Alors, c'est quoi une HBCU ou c'est quoi les HBCUs ? Eh bien, en fait, on va donner le titre en entier. H pour Historically, B pour Black, C pour Colleges, and U pour Universities. En fait, ce sont des institutions éducatives qui ont été en fait, on va dire, instaurées en réponse à ce qui se passait en termes de ségrégation. On va pas refaire toute l'histoire. Mais comme vous le savez, l'histoire des États-Unis a été marquée par différents entre guillemets fléaux ou des moments entre guillemets fondateurs dans les bons sens et dans les mauvais sens. L'esclavage a fait partie de cela. Et donc, on a vu dès le 19e siècle, dès 1837, si je me rappelle, j'ai pris quelques notes, vous allez vous en rendre compte. Dès 1837, on a vu une ou deux premières universités black américaine. La première dont je vais te parler, c'est la Cheyney University of Pennsylvania, donc celle-ci en 1837. Un peu plus tard, toujours avant la guerre civile, avant la guerre de sécession, on a eu l'University of the District of Columbia, donc l'université qui se retrouvait plutôt du côté de Washington DC en 1851. On a eu par exemple également la Lincoln University en 1854. Donc, ces premières créations ne se sont pas passées sans heurts, et notamment au sein même de la communauté africaine-américaine. Pourquoi ? Puisque si certains voyaient une nécessité, très clairement, de pouvoir proposer une éducation supérieure, libre de toute discrimination à la communauté black américaine, d'autres également africains-américains, trouvaient que ça allait en fait promouvoir une sorte de auto-ségrégation, c'est-à-dire vraiment de s'enfermer dans un communautarisme forcé, et ce n'est pas une réponse pour eux aux maux sociétal ou sociétaux de ce pays à l'époque en fait, tout simplement.
Une réunion au sommet a lieu en 1847, c'est une convention, National Convention of Colored People and Their Friends, avec pas mal de, voilà, on va dire activistes ou figures black américaines de l'époque, Frederick Douglass, Henry Highland, Garnett et Alexander Crummell. Et en fait, voilà, ce que je viens d'expliquer va vraiment se passer entre guillemets des factions. Alors j'exagère un peu sur le mot ou le terme, mais ce que je veux dire là, différents partis ou différentes opinions vont entre guillemets se confronter, hein. Pas de confrontation physique ou autre bien sûr, mais voilà, confrontation d'idées. Mais en termes de vote, la majorité va voter à ce que les HBCUs soient supportés. Donc voilà, on est quand même plus d'une dizaine d'années avant la guerre de sécession. Si vous vous rappelez les origines de la guerre et donc tout ce qui s'y est passé, vous savez qu'il y a une claire scission entre le Nord, qui n'a pas forcément un intérêt majeur à avoir des esclaves. D'ailleurs, comment dire ça, oula, j'ai du mal avec le français aujourd'hui, mais l'abolition de l'esclavage va clairement beaucoup moins impacter le Nord en termes d'économie, parlons purement économiquement parlant, que le Sud. Pourquoi ? Puisque le Sud, c'est là où se passe pas mal d'agriculture, pas mal de ressources, et donc la main-d'œuvre était gratuite du fait qu'ils avaient des esclaves, tout simplement. Donc je rappelle bien ça en termes de contexte, puisque durant cette guerre de sécession et même après, on va voir que la plupart des HBCUs vont être en fait créés justement dans le Sud. Et donc avec le Nord qui remporte cette guerre de sécession, et donc voilà au final la fin de cette guerre fratricide, on va voir très rapidement pendant l'ère de reconstruction, plusieurs associations et organisations qui vont faire en sorte d'aider justement à établir ces fameuses HBCUs. On peut penser au Freedmen's Bureau et on peut penser aussi au American Missionary Association qui est plus religieux en termes d'aide, mais qui établi au Nord va quand même participer à établir les écoles HBCU dans le Sud. L'idée, c'est également de pouvoir financer ces écoles, et donc le Freedmen's Bureau notamment va pouvoir aider à ça. On va retrouver des universités qui vont être créées donc dès la fin de la guerre, puisqu'on peut penser à la Atlanta University, donc c'est l'université d'Atlanta, et qui est maintenant, je pense, Clark Atlanta University, qui a été fondée dès le 19 septembre 1865. Et c'est la première HBCU clairement établie et reconnue comme étant une HBCU dans le Sud. Cette HBCU a été la première aussi qui a intégré des degrés officiels pour les Africains-Américains, que ce soit en termes de bachelor, en termes de ce qu'on appelle, comment on peut appeler ça, de vrais diplômes, en termes de ce qu'on peut dire, on appelle ça graduate en fait, clairement quand on parle d'obtention d'un degré, donc d'obtention d'un diplôme aux États-Unis, et ça va être un peu cette première université qui va un peu être le porte-parole de, voilà, on construit quelque chose, on consolide quelque chose pour la communauté africaine-américaine. On va avoir aussi l'idée de pouvoir proposer des écoles publiques, voilà, et de pouvoir financer un peu tout ça. Mais j'ai pas envie de vous faire toute l'histoire dans le détail, c'est une histoire très intéressante, et si un jour ça vous intéresse que je puisse en faire, pourquoi pas une vidéo, ou que je puisse connecter un peu plus les liens avec la Negro Leagues par le biais de vidéos vraiment spéciales et détaillées, n'hésitez pas à m'en parler, et je pourrai vous faire tout cela. Là j'ai envie d'avancer un peu plus dans le temps, et on va se retrouver plutôt dans les années 20, puisque à partir, on va dire, de cette période des années 20, et c'est une période qui est aussi importante pour le baseball africain-américain en général, avec la mise en place des Negro Leagues, les HBCUs vont avoir de plus en plus, ou vont faire montre de plus en plus d'intérêt au niveau de l'aspect athlétique, pouvoir intégrer les sports dans leurs universités. Le problème pour eux, très clairement, c'est que au niveau athlétique et donc sportif, les étudiants athlètes noirs américains sont prisés un peu partout, dans des facs qui ne sont pas HBCUs, et des facs surtout qui ont un pouvoir et un potentiel financier bien supérieur.
Ce sont aussi des facs, bien sûr, qui ont une certaine renommée, un certain prestige, et le fait de pouvoir dire, voilà, j'ai graduate depuis cette fac, voilà, aussi permet de, on va dire, convaincre ces étudiants stars africains-américains. Et donc, les HBCUs vont avoir quand même pas mal de difficultés à recruter justement des étudiants athlètes africains-américains, on va dire stars. Pourtant, ces HBCU vont quand même promouvoir et produire des joueurs très importants pour les Negro Leagues. Et ce qui est assez intéressant à regarder au niveau de l'histoire, c'est que alors que l'on voit le premier match, on va dire intercollegiate, c'est-à-dire entre universités HBCU en 1887 qui est d'ailleurs une année très importante dans le baseball africain-américain notamment. Dans les années 20, on est sur l'élaboration des fameuses Negro Leagues par un ancien joueur qui a été une figure marquante du baseball africain-américain du tout début du XXe siècle. C'est Andre Rube Foster, called Rube. Alors, je vais pas vous faire toute son histoire, mais tout simplement pour faire un peu le lien, je vais vous raconter rapidement qui c'était. Ça a été d'abord un joueur de baseball, tout simplement. Il a joué en tant que pitcher, il a joué notamment dans des équipes noires américaines, tout simplement. Et si on veut regarder au cours de sa carrière, il a joué pour une équipe qui a été mise en place par une autre figure noire américaine en termes de baseball. Cette équipe, c'était les Leland Giants. Ces Leland Giants viennent en fait de leur fondateur qui est Frank Leland. Donc on va repartir encore un peu plus avant de parler de Rube Foster, on va parler rapidement de Frank Leland. Frank Leland, c'était aussi un ancien joueur noir américain de baseball, tout simplement. En 1887, alors qu'il y a le premier match inter-collège ou inter-université au niveau HBCU, lui aussi il joue au niveau baseball, mais pas universitaire, au niveau pro. Il joue pour la National League of Colored Baseball Clubs. Il va ensuite, on va dire, porter cette ambition de pouvoir créer sa propre équipe, notamment lorsqu'il va devoir, on va dire, entre guillemets, raccrocher les crampons. Bon, c'est pas ou raccrocher la batte, le gant. Vous trouverez l'expression la plus adéquate. Et donc il va fonder son équipe, une équipe qu'il va d'abord appeler les Chicago Union Giants, avant de les renommer les Leland Giants en 1905. C'était la meilleure équipe de Midwest en termes d'équipe, on va dire, Negro League. Les Negro Leagues, telles qu'on les appelle, celles créées en 1920 par Rube Foster, n'existent pas. Mais on parlait déjà de Negro League quand on parlait de ligue africaine-américaine en termes de baseball. Il crée donc ces Leland Giants, et donc si on regarde du côté de Rube Foster va jouer pour ces Leland Giants, il va jouer aussi pour les Cuban X Giants, une grosse équipe, on va dire hors ligue majeure, qui aura fait pas mal de tournois d'exhibition, pas mal de matchs d'exhibition et battu pas mal de records. Et ensuite, il va justement, ce Frank Leland, laisser un peu la main à Rube Foster, et c'est pourquoi je reviens sur Rube Foster, puisque Rube Foster va très rapidement, notamment quand il va se blesser, regarder de plus en plus l'aspect, on va dire, managérial, l'aspect même, pourquoi pas, créer sa propre ligue, l'aspect commissionnaire, si on veut parler encore un peu plus de tout ça. Il va donc aider à faire tourner cette Leland Giants pendant que Frank Leland, lui, commence à se retirer petit à petit des affaires. Frank Leland va d'ailleurs décéder en 1914, de mémoire. Et Rube Foster va donc continuer ses travaux. Il va continuer à travailler sur des équipes en particulier. Il va réussir à créer pas mal d'accords d'affaires, d'accords business pour pouvoir financer un peu les équipes de baseball dans lesquelles il va vouloir travailler, lesquelles il va vouloir établir. Et surtout, à partir des années 1910, il va prendre de plus en plus de place dans ce que l'on appelle la structure sociétale africaine-américaine en termes de baseball. Tout ceci va nous mener donc justement à 1920, où il va, avec l'aide d'autres, on va dire, fondateurs, créer tout simplement la Negro National League. Et cette Negro National League, pour pouvoir reconnecter un peu tout ça, va clairement avoir
pour structure cette idée de pouvoir recruter des joueurs venant justement des HBCUs. Donc vous voyez, on peut remettre un peu le tout ensemble. Et une chose qui est assez, entre guillemets, marrante, c'est pas marrant, mais assez intéressant à noter, c'est qu'à cette époque-là, bien sûr, il y a de la stigmatisation, bien évidemment, puisqu'on est toujours dans une époque ségrégée. Alors, on tolère les Negro Leagues, puisque voilà, ce sont des ligues purement africaines-américaines, mais on les moque, on sort pas mal de clichés, puisque il y avait cette perception que les joueurs noirs, les joueurs africains-américains, n'étaient pas assez intelligents pour jouer en ligue majeure. Ce qui, après étude, paraît assez ironique, puisque, alors, ça ne calcule pas l'intelligence en soi, mais l'éducation en tout cas, la plupart des Negro League players, et notamment grâce au HBCU en tant que fournisseur, étaient des joueurs qui avaient une éducation jusqu'au niveau universitaire. Alors qu'au contraire, et c'est pas forcément une tare ou de leur faute, mais c'est plus l'aspect, on va dire, situationnel, les joueurs de Major League, étant recrutés souvent dès le niveau du lycée, n'allaient pas jusqu'à obtenir des diplômes universitaires. On estimait d'ailleurs à 40% le nombre de joueurs de Negro Leagues qui avaient réussi à finir leurs études au niveau universitaire. Donc c'est quand même quelque chose, voilà, juste en petite parenthèse, pour montrer que la stigmatisation et les clichés étaient toujours forts bien sûr à cette époque-là, et que malgré tout, ces Negro Leagues étaient clairement structurés ou fondés autour de joueurs avec un certain degré d'études, et donc venant pour la plupart des HBCUs. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs, comme vous l'avez compris, étaient forcément des joueurs venant de HBCU. D'ailleurs, il y avait des joueurs qui n'avaient pas forcément d'éducation, qui arrivaient directement de par leur talent. Mais en tout cas, les HBCU avaient cette idée de pouvoir être une sorte de sol fertile pour pouvoir en fait alimenter les Negro Leagues en termes de joueurs. Quand on parle de noms d'universités connues et réputées vis-à-vis de ça dès cette époque-là, il y en a pas mal. Il y a Howard qui est justement ici, à DC. On a Clark Atlanta dont j'ai parlé juste avant. On a des facs qui sont toujours assez fortes dans les sports universitaires, dont on parle même dans notre histoire récente. C'est par exemple des facs comme Bethune-Cookman, tout simplement. On a des facs comme Alcorn State, Morgan State, etc., etc. Donc ce sont des facs qui ont intégré et imprégné leur nom non seulement en termes de culture africaine-américaine, mais aussi en termes tout simplement de niveau universitaire athlétique général, tout simplement. Andrew Rube Foster va avoir d'ailleurs encore un peu plus d'attache avec les HBCU, puisque son jeune frère William va lui en fait partir du côté d'Alcorn State pour ses études à un moment, avant de rejoindre l'équipe de son frère en 1923, les Chicago American Giants. Donc voilà, vous comprenez clairement qu'il y a cette grosse attache entre les HBCUs et les Negro Leagues. Dans les Negro Leagues, on va avoir des joueurs qui vont devenir stars, qui vont même pourquoi pas pouvoir jouer jusqu'au niveau MLB à un moment de leur carrière ou à un moment de leur vie, et qui vont être issus des HBCUs. Le joueur dont j'ai envie de faire un focus là-dessus pour vous donner un bon exemple sur ces HBCUs, c'est Joe Black. Joe Black ou Joseph Black, on va dire c'est un peu le pendant discret de Jackie Robinson. J'ai eu un gros trou de mémoire, j'allais l'appeler Frankie Robinson, ce qui n'a aucun rapport. J'allais un peu mélanger des joueurs différents, mais Jackie Robinson, bien entendu. Pourquoi je dis ça ? Joseph Black, de son prénom complet, enfin de son nom complet, est né le 8 février 1924. Il est donc un peu plus jeune que Jackie Robinson. Il va clairement être un de ces joueurs issus des HBCUs, parce que comme j'ai dit, il va intégrer Morgan State University, et il va être un joueur qui va ensuite rejoindre les Negro Leagues. Lors de son stint du côté des Negro Leagues, ce qui est important à noter au-delà de l'aspect sportif, puisqu'il va aider son équipe, les Baltimore Elite Giants, à remporter 2 titres des Negro Leagues en 7 ans, il va être avec Jackie Robinson l'instigateur de pouvoir mettre en place des fameuses pension plans pour les joueurs de Negro League. Donc les pension plans, c'est en fait clairement, comme on le dit en français, c'est pour avoir une pension, pour avoir en fait un fonds, une aide financière pour ces joueurs-là.
Et surtout, ce plan est intégré pour les joueurs qui partent à la retraite et qui ont joué dans les Negro Leagues jusqu'à la fin ou au milieu des années 40. J'ai plus la date exacte, mais je pense que c'est 1944 de mémoire. Il va ensuite être intégré au farm system des Brooklyn Dodgers. Donc, certes, Jackie Robinson va casser la barrière de couleur en 1947, mais dans son sillage, Joe Black, pitcher de son état, va également intégrer ces Brooklyn Dodgers. Il va d'ailleurs être intégré à l'équipe première des Brooklyn Dodgers en 52. Il a 28 ans à cette époque-là. Et il va surtout être, si je dis pas de bêtises, le premier lanceur africain-américain à gagner un match en World Series avec les Brooklyn Dodgers justement. Cette année 52 est donc voilà l'année de la consécration et on va dire clairement l'année pour lui en termes d'accomplissement, puisqu'il va être également rookie de l'année en 1952 donc, puisqu'il va remporter d'ailleurs je pense 15 matchs sur cette saison-là. Faut savoir qu'il a un peu été trimballé entre un aspect un peu plus starter, un aspect un peu plus releveur ou closer. Donc voilà, il a été bougé un peu partout en termes de position. Il va save 15 matchs, il va gagner 15 matchs, il va avoir un ERA de 2,15. Le problème pour lui, c'est que je pense qu'il va pas lancer assez de manches pour pouvoir gagner le titre du meilleur ERA, parce qu'il n'est pas qualifiable, on va dire, pour ça. Malgré tout, Joe Black en fait va avoir donc cette aura, cet aspect, ok, j'ai réussi en termes de jeune étudiant athlète africain-américain dans une HBCU. J'ai intégré les Negro Leagues où j'ai été même champion, j'ai été All-Star. Puis j'ai intégré le cursus des mineurs au niveau MLB, rejoignant le farm system des Brooklyn Dodgers, avant donc de pouvoir jouer dans les majeurs. Voilà. Je voulais m'arrêter sur lui parce que voilà, c'est l'exemple même de ce lien entre HBCU et les Negro Leagues, et de ce lien fort qu'a donc le HBCU avec le baseball. Pour finir un peu sur cette petite partie HBCU, de nos jours, on a toujours pas mal de HBCU qui sont présentes. Je pense justement à Bethune-Cookman, pour ne citer qu'elle. Et ça reste pour certaines des facs qui restent élites, notamment au niveau athlétique, et qui ont une certaine renommée, qui ont d'ailleurs pas mal de jubilés, pas mal de matchs commémoratifs par rapport à toute cette période-là, toute cette histoire-là. Voilou. Alors je sais, ça fait un épisode très très court, mais c'était vraiment une introduction. Je voulais parler un peu de cet aspect HBCU pour faire un lien avec la vidéo qui va sortir, je l'espère, assez rapidement concernant une première partie sur l'avènement un peu du baseball africain-américain et l'établissement des Negro Leagues. Vous en saurez plus avec cette vidéo. N'hésitez pas de me faire vos retours. Alors je sais que là, pour un podcast, ça va être un épisode de podcast très court, mais c'est vraiment pour pouvoir encore une fois introduire un peu tout ça. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si ce genre de sujet vous intéresse. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir encore ce genre de doublé? Pourquoi pas un épisode un peu plus court en termes de podcast qui introduit certains aspects du baseball, par exemple africain-américain ici, mais ça peut être différents autres sujets liés au college baseball, de plus ou moins lointaine allée, je sais pas si ça se dit. Alors là, je perds mon français, mais complètement. Mais je pense que vous m'avez compris. Et puis surtout, n'hésitez pas, lorsque la vidéo sort, à me faire vos retours sur la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque je compte faire plusieurs parties. Mais bon, si je vois que ça n'intéresse vraiment personne, ça me fait toujours plaisir de parler de ce que je veux parler. Attention, mais ce que je viens par là, c'est que peut-être qu'il faudra dans ce cas-là que je recentre un peu plus les prochaines vidéos sur des choses qui peuvent intéresser aussi les gens qui les regardent. Voilou, j'espère que cette petite parenthèse spéciale HBCU vous aura plu. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, faites-moi des retours, on pourra faire d'autres épisodes là-dessus, rentrer dans le détail de certains joueurs, certaines figures historiques, et pourquoi pas, encore une fois, entremêler un peu contenu de podcast et vidéo YouTube. Sur tous ces bons mots, j'ai envie de vous dire tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.